Si l'on essaye de cerner la caractéristique de Yosef, je pense qu'il y a 3 points très particuliers qui le caractérisent, dont il convient de comprendre l'unité. D'abord, Yosef a un destin qui est lié au rêve. Entre les 2 rêves qu'il a fait au début, alors qu'il était dans la maison paternelle, les épis qu'ils étaient en train de lier, lui et ses frères, avant que les épis de ses frères se prosternent devant son épi à lui, puis le soleil, la lune et les étoiles, les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui, et ensuite, quand il est en Égypte, vendu en Égypte, il aboutit dans la maison de Potiphar, il est jeté en prison, et c'est grâce à son interprétation des rêves du Saramashkin et du Saraophim, du chef des échansons et du chef des panetiers, qu'il va entrevoir la possibilité de sortie. 2 ans plus tard, il sortira grâce à l'interprétation qu'il va donner du double rêve de Paro, le rêve des vaches grasses et le rêve des vaches grasses et maigres, et des épis bien pleins et ceux battus par le vent. Un deuxième caractéristique, donc aucun personnage, concernant le premier point, aucun personnage n'est autant marqué par par le fait d'être confronté au monde du rêve, soit en rêvant soi-même, soit en interprétant les rêves. Deuxième caractéristique, c'est Yosef qui est le juif du palais, le juif de l'exil qui prend la couronne de l'Égypte. Laissons de côté pour le moment le 3e point qui le caractérise. Yosef est devenu l'archétype du juif de cour, mais arrivé propulsé à des hauteurs que seul peut-être Mordechai, dans l'histoire d'Esther, arrivera à approcher. Quel est le lien qu'il y aurait entre ce faiseur de rêves et le fait d'être propulsé sur la plus haute marche de l'Égypte, au sommet de la pyramide? On ne voit pas très bien. Il ne s'agit certainement pas de voir Yosef comme un rêveur, un doux rêveur, et de s'étonner comment un doux rêveur arrive à accéder à la plus haute place de l'Égypte. Il n'a rien d'un rêveur, Yosef. On le voit particulièrement compétent à organiser la maison de Potiphar, le fonctionnement de la prison, et surtout à régir un royaume de l'Égypte, à effectuer une révolution agraire et économique dans le fonctionnement de l'Égypte, à gérer une crise extraordinaire, une famine complètement, un phénomène tout à fait nouveau en Égypte, à gérer ça avec une maîtrise absolue qui nous empêche de voir en lui un doux rêveur. Il n'a rien du doux rêveur. Ensuite, de toute façon, cette image d'un doux rêveur, c'est un petit peu littéraire comme façon, ça ne caractérise aucun personnage biblique. Ensuite, les frères le qualifient de Baal HaChalomot. Hine Baal HaChalomot ala Zeba. Quand Yosef s'approche de ses frères, ils disent, voici le Baal HaChalomot. C'est pas un rêveur, pas un Cholem. C'est pas cet homme qui fait des rêves, mais un Baal HaChalomot. Difficile de comprendre pourquoi déjà on l'appelle Baal HaChalomot quand il est à la maison paternelle et qui n'a fait que rêver et pas encore interpréter des rêves. Oui,
on aurait plutôt attendu, on se serait attendu à le qualifier de Cholem, il est à Cholem ba, c'est Baal HaChalomot. Comment on va traduire Baal HaChalomot? Alors, il y a plusieurs propositions possibles, soit l'homme des rêves, traduction du Rav Eli Munk dans la Voix de la Torah, très bonne traduction à mon avis, d'abord parce que, bon, Baal, il relève bien qu'il y a Baal HaChalomot, et Baal, c'est, il traduit comme Ish, Noach Ish Ha'adama, ou bien Boaz Ish, le Isha, Ish Naomi, on qualifie Elimelech que l'homme, le mari de Noach, c'est le propriétaire de. Donc il y a cette idée un peu de maîtrise, c'est le spécialiste de. Très bien, et puis c'est la façon de dire l'homme des rêves n'engage pas à grand chose. Une autre proposition était l'homme des songes. Dans le Art Scroll, qui est en général très pointu dans sa traduction, ils traduisent le maître des rêves. Alors c'est très bien, c'est très juste à mon avis, mais comment les frères déjà auraient qualifié Yosef juste après avoir entendu ses rêves de maître des rêves? Yaakov Hillel, mon fils, a proposé le visionnaire. Et ça, je trouve que c'est peut-être la meilleure traduction que j'ai là-dessus, sans aller creuser trop loin. Il y a peut-être quelque chose de très remarquable là-dedans. Bien. Maintenant, si on essaye de trouver un lien entre l'explication des rêves, ou cette maîtrise du champ du rêve, par rapport au fait de régner sur l'Égypte, on est obligé de rentrer dans le problème des rêves. Et le problème des rêves est très complexe. Les opinions sur le rêve varient beaucoup. Le Midrash Rabbah, peut-être dans le Midrash Chet, la Gemara Brachot Nunhe Amudbet, à partir de Nunhe Amudbet, s'étend longuement sur le sujet. Une femme est venue à la yeshiva de Rabbi Elazar, l'élève de Rabbi Yochanan, et lui raconte qu'elle a rêvé que la charpente de sa maison s'était écroulée. Il lui dit, bien, réjouis-toi, tu vas avoir un fils, et qui sera viable. Je ne sais pas pourquoi un fils et qui sera viable, mais je comprends bien cette image de la charpente qui s'écroule, c'est de parler de tous les bouleversements internes de la femme quand elle va mettre au monde. Elle part et revient un certain temps plus tard à la yeshiva. Elle dit, il n'est pas là, Rabbi Elazar? Non, il était absent ce jour-là ou à ce moment-là. Et les élèves lui demandent, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez lui demander? Ben, j'avais un rêve à lui demander. Ben, raconte-nous, on va essayer de te l'interpréter. Elle dit, j'ai rêvé que la charpente de ma maison s'était écroulée. Alors, elle dit, oh là là, ton mari va mourir. Le mari, évidemment, c'est la charpente de la maison. Elle sort en pleurant, et Rabbi Elazar, à ce moment, arrive dans le Beth Midrash et demande à ses élèves, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré une femme là qui éclatait en sanglots. Elle lui a expliqué ce qui s'est passé. Il leur a dit, malheureux, mais vous avez tué son mari. Ne savez-vous pas que les chalomot olchim acharapé, que les rêves vont suivre l'explication qu'on nous donne? Très étonnant, les rêves qui suivent l'explication. Quoi? Ça veut dire que un rêve, selon que tu l'expliques positivement ou négativement, il va se réaliser. Quoi, rien n'a été fait avec le rêve. C'est très difficile à comprendre. Kola chalomot olchim acharapé, on l'apprend du verset Kacher patar lahem Yosef, que la réalisation des rêves, de l'explication de Yosef au chef des échansons, ça s'est déroulé d'après ce qu'il a dit, ou à cause suite à ce que Yosef en a dit. De là, on tire que le rêve dépend de l'interprétation qu'on en donne. Très bien.
Rabbi Abaou dit à la fin de ce midrash, Divrei Chalomot, lo ma'alin velo moridin, les paroles d'un rêve, c'est rien, ça ne finit ni avancer ni reculer les choses, c'est rien. Bon, mais quoi, le message a été donné, et puis ce message, il est susceptible, il doit passer par une interprétation. Pourquoi a-t-il besoin d'être interprété? Pourquoi selon l'interprétation positive ou négative? Bon. Dans la Gemara, Nunhe, Amoud Bet, Amoud Aleph déjà, de Brachot, où on s'intéresse longuement aux rêves, Rav Chizda a dit qu'un rêve, Chalom Shelo Nifshar, un rêve qui n'a pas été interprété, que Igeret Shelo Mikaria, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue. Ça veut dire que il ne se passe rien, c'est comme si rien n'a été dit, comme si rien n'a été rêvé. Il y a eu un rêve. Et puis on raconte l'histoire d'Abaye Rava, qui avait affaire avec un interprète de rêve, Baredia, peut-être même son nom signifie mettre les choses, Baredia, ouvertement, qui était l'explicitateur des rêves, spécialiste de cela. Et selon qu'on lui graissait la patte, on lui donnait de l'argent pour interpréter les rêves, il interprétait le rêve d'une façon positive, et selon et si on ne le payait pas, le même rêve, le même verset que Rava et Abaye lui rapportaient, ils ont rêvé la même nuit du même passouk, du même verset. Pour l'un qui le payait, il lui donnait une interprétation formidable, et pour l'autre, c'était une catastrophe. Bon, je vous laisse découvrir la Gemara à ce propos. Un chacham qui s'appelle Rabbi Benaha racontait qu'il y avait 24 interprètes de rêves à Yerushalayim. Un jour qu'il avait rêvé, il a fait le tour des 24 interprètes. Il dit pas une seule explication, pas une seule interprétation, pas une seule traduction ne ressemblait aux autres. Et toutes les 24 se sont réalisées. Bon, alors que veut dire encore un rêve? Quelque chose a été dit, quelque chose n'a pas été dit. Bon, on peut s'inspirer pour essayer de comprendre ce chapitre du Abrabanel, de Rabbeinu Bechaye. Il y a un livre du rabbin Alain Veil dont je me suis inspiré, qui s'appelle Petite étincelle Petite lumière du Shabbat, dans lequel, sur Parashat Miketz, il parle très bien de ce que c'est le rêve. Une des choses qu'il rapporte, c'est le Maharsha sur la Gemara de Brachot. Et le Maharsha fait un peu un tour, ou un petit tour sur la question, en nous disant, en rapprochant l'histoire des rêves significatifs ou non de la Gemara au début de Brachot, Shalosh Mishmarot Hava Alayla. La nuit est composée de 3 gardes, de 3 veilles. Mishmar Rishon Chamor Noer. La première partie de la nuit, c'est l'âne qui braie. Ou Noer aussi éveillé, c'est l'éveil de l'âne. La deuxième, Klavim Tsoakim, des chiens qui crient. Et la troisième partie, c'est Tinok Yonek Mishdeimo, l'enfant qui réclame le sein de sa mère, et Isha Medaberet im Baala, et la femme qui parle avec son mari, à son mari. Et le Maharsha, il dit que un rêve fait dans la première partie de la nuit, c'est Chamor Noer, celle qui est sous le signe de Chamor, c'est toujours le symbole du Chomer, de la matière, une matière qui est Noer, qui est vivante, qui est agitée. Ça correspond au sommeil de quelqu'un qui est repu, qui a le ventre bien plein, et l'effet, le fumé du repas, le vin qu'il a consommé, tout fait que
le rêve qu'il pourrait faire dans la première partie de la nuit est absolument sans conséquence et sans signification. C'est juste un rêve, je dirais, alimentaire, qui est produit par le corps. La deuxième partie, c'est les klavim tsoakim. Kelev, kulolev, c'est l'expression des passions, du cœur, de l'affect qui s'exprime avec force au milieu de la nuit. C'est-à-dire une fois que le corps, s'est un peu calmé, c'est le moment où le domaine des pulsions, le domaine des désirs se donne libre cours sans aucune entrave et va s'exprimer dans cette deuxième partie que le Maharsha aussi dit aucun intérêt, rien à tirer de ces rêves-là, c'est simplement le jeu d'un monde intérieur qui se libère, d'un monde libéré, et une des soupapes de ce monde libéré, c'est de s'exprimer à travers le rêve, mais c'est un rêve qui ne veut rien dire. Par contre, lorsque la troisième partie de la nuit, le corps est déjà satisfait, calmé, le cœur s'est déjà exprimé, il s'est calmé, ce qui arrive à la fin de la nuit, c'est décrit dans la Gemara, soit par l'enfant qui tète le lait de sa mère, soit la femme qui parle avec son mari, et je pense qu'il s'agit ici de deux formes de rêves différentes. Il y en a une qui, comme l'enfant qui va puiser le lait de sa mère, c'est des rêves qui sont dus au subconscient. Le subconscient, c'est le socle de la personnalité, qui en général ne s'exprime pas directement, mais une fois que le corps est reposé déjà, il y a quelque chose qui s'éveille, une petite lucarne, le fond de la personnalité d'un homme, et c'est ça qui va produire des rêves. Ces rêves-là, je dirais, sont des rêves intéressants. Pourquoi ? Parce qu'ils expriment, sous la forme d'un rêve, des choses qui ont à faire avec la base même de la personnalité d'un être. Je dirais à ce niveau-là encore, bien que ces rêves, en principe, ont des choses à nous apprendre, mais l'approche que l'on a pour les développer, ce serait ce qu'on maintenant on dirait peut-être le mode psychanalytique, qui à l'époque était livré aux Chachamim, aux Chartoumim. Chachamim, je dirais les gens qui réfléchissent aux rêves, qui regardent qu'est-ce que ce rêve peut bien vouloir dire, le rattacher à des causes, lui donner des explications, ça c'est les Chachamim. Et les Chartoumim, peut-être, sont les gens qui ont quelques connaissances dans les clés des songes, c'est-à-dire que, d'après la Hirsch, Chartoumim, ça veut dire cheret, faire tracer des lignes. C'est les gens qui savent peut-être interpréter des traits, ils connaissent, ils ont une connaissance de la signification de certains de ces symboles. Et ils vont se donner à cœur joie, mais à ce niveau, je dirais que l'interprétation n'est que la révélation de ce qu'il y a dans le rêve, mais n'est pas de nature à modifier le rêve. C'est pas un rêve qu'on pourrait dire ou en bien ou en mal. C'est encore toujours, il s'agit de décrypter, de décoder avec de la réflexion, avec une expérience, une certaine connaissance,
de nous dire qu'est-ce que ça renvoie, que telle image dans un rêve pourrait signifier. Et grâce à cela, on va simplement faire la lumière sur cette révélation. Le rêve est une révélation du fondement même de la personnalité. Peut-être que le fait de le dire à quelqu'un, de l'enseigner à quelqu'un, de lui apprendre à quoi il a rêvé, va l'aider, va modifier quelque chose chez lui, mais c'est pas la parole qui est importante. Ça, c'est juste, la parole ne va que révéler une chose que la personne qui rêve elle-même est parfois incapable de comprendre, mais comme un travail de comprendre la psyché d'une personne. Ça, c'est Tinok Yonek Misde Imo, l'enfant qui va puiser du sein de sa mère. Voilà. Autre rêve, les confidences de l'aube. La femme et le mari, l'intimité. Et c'est un moment avant que le jour ne soit vraiment présent. On s'échange comme ça des confidences, des secrets, des choses que on se gênerait peut-être, qu'on n'aurait pas tellement l'occasion, qu'on a peut-être sur le cœur de dire, et qu'on n'ose pas trop, mais dans le silence de la nuit, on a certaines révélations, voilà. Ça, c'est confidence de l'aube, je dirais, ça c'est le rêve qui est message, qui est porteur de sens, des révélations que l'on apprend au lever du jour ou juste avant. Et là, ce domaine-là, c'est le domaine de la bouche, de l'explication. Bon, un peu étonnant, parce que pourquoi la bouche aurait-elle un rôle à jouer? On aurait dit qu'il suffisait de l'analyser comme dans le rêve expression de la personnalité profonde de la personne. Mais quoi qu'il en soit, avec cela, on a fait un peu de ces rêves qui parfois, en général, ne signifient absolument rien et qui peut être porteur de sens, soit parce qu'il révèle la personnalité profonde dont est issue la personne, psychologie de cette personne, soit c'est un rêve porteur d'un message. Il y a d'ailleurs des messages qui sont tout à fait directs. Quand Hachem s'adresse à Avimelech pour lui dire laisse Sarah tranquille, c'est une femme mariée, c'est un rêve direct. Quand Hachem s'adresse à Bilam pour lui interdire d'aller maudire Israël, c'est un rêve qui est direct. Mais en général, les rêves qui sont des messages un peu prophétiques, c'est une forme un peu dérivée, un peu mineure, mais de prophétie, ça c'est le rêve qui nous intéresse. On pourrait dire par exemple que le conflit entre Yosef et ses frères, quand les frères ont entendu Yosef leur raconter son rêve des gerbes qui se prosternaient, leurs gerbes qui se prosternaient devant celles de Yosef, que les frères étaient furieux, ils l'ont haï parce qu'il dit Malor timlor aleinu, machol timshol banu. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là que tu dois rêver, tu dois penser à ça toute la journée pour que la nuit tu rêves de choses pareilles. Qu'est-ce que tu désires nous écraser? Tu veux être un chef. Tu prétends régner sur nous, tu prétends nous écraser. C'est pour ça qu'ils l'ont haï, parce qu'ils pensaient que c'est un rêve qui était de cet ordre-là, qui révèle en vérité le fond de la personnalité de Yosef. Alors que le rêve de Yosef, en vérité, c'était un rêve prémonitoire, un rêve prophétique. Et c'est pour ça que Yaakov, d'ailleurs, garde en mémoire les rêves de Yosef, parce qu'il sait que ce sont des rêves qui vont trouver d'une façon ou d'une autre leur réalisation par la suite de l'histoire. Bien. Alors, on
on va maintenant, pour comprendre un petit peu pour le moment, la place de Yosef, le lien de Yosef avec l'explication des rêves, le fait de rêver déjà, l'explication des rêves, on va lire un Zohar très intéressant dans la Parshat Miketz. Vaishlach Paro vaikra el Yosef vairitzu minabor. Paro envoie convoquer Yosef et on le tire rapidement du trou dans lequel il était, de la prison. En vérité, là, on nous raconte que Yosef était très marqué, très triste de l'expérience du bord qu'il a connu. Un premier bord dans lequel les frères l'ont jeté. Un deuxième bord, la prison, où Yosef apprend à subir, à accepter les choses, à tisser, à renforcer un lien privilégié avec Hachem, de confiance totale dans Hachem. Il a été jeté dans un pays de Nechashim et Akravim, soit les tentations rampantes du monde, soit la violence du scorpion. Il a été confronté à la femme de Potiphar et toutes les tentations qu'il peut avoir seul, abandonné dans le pays qui est Ervat Haaretz, la nudité du monde, le pays de la débauche. Il a même eu cette tentation de miser sur le Sar Hamashkin, parce qu'il voyait bien que ce Sar Hamashkin, le jour où le Sar Hamashkin va parler de lui, c'est le jour où il sortira de prison. Et c'est effectivement ce qui va se dérouler. Mais lui, il a un peu misé là-dessus, il a un peu insisté, parle simplement de moi, si tu veux bien, sois gentil pour moi et parle de moi. Il a un peu misé cela. Et il a fini par oublier Velo Zachar Sar Hamashkin et Yosef Vaishkacheu. Je crois que c'est le Sfat Emet qui dit comme ça. Et le chef des échansons, une fois sorti de prison, se hâte d'oublier Yosef Vaishkacheu. Et il l'oublie. Et Yosef l'oublie. Ça veut dire, ça y est, il se rend compte que on ne peut pas miser sur lui, que Ezrim et Machem, c'est Shamaim Vaaretz, mon sauvetage dépend d'Hachem. Et le Zohar là-dessus, très intéressant, Rabbi Shimon Omer, Terem she'ira le Yosef Nisayon, haou, lo nikra tzadik. Yosef, avant ce passage du bord, ou des borotes, du bord dans lequel ses frères l'ont jeté, du vide de l'Égypte, de la tentation terrible de la femme de Potiphar, d'avoir cru en la délivrance qui proviendrait du Sar Hamashkin. Avant cette phase, il n'avait pas trouvé sa véritable dimension. L'onikrat sadik, c'est-à-dire jusque-là, dit le Zohar, il avait ce potentiel, mais comme c'est marqué, ad et ba devaro, imrat Hashem serafteu, jusqu'à que vienne le moment où la parole d'Hachem va se dire, alors c'est Hachem qui est en train de l'affiner. Tsoref, c'est un orfèvre purifié. C'est-à-dire que Yosef a des capacités absolument extraordinaires d'expliquer les rêves, de rêver déjà de rêver. Et quelque chose de très frappant, c'est marqué que les frères ont haï Yosef al-Chalomotov al-Devarav, même sur les rêves et sur les paroles, avant même que l'on raconte le contenu de ce rêve, il y avait déjà une haine pour lui sur le songe et sur les paroles.
je pense qu'il y a quelque chose de qu'indépendamment, ça a à faire avec le contenu du rêve, mais en soi, il y a quelque chose d'incroyable d'un Yosef comme ça qui va raconter, qui raconte ses rêves, qui prend les autres à témoin pour se mettre en valeur, soi-disant. Soi-disant pour se mettre en valeur, c'est au moins comme ça que les frères entendent ça de lui. Mais en vérité, si Yosef n'est pas fou, et il est loin de l'être, tout sauf fou, et il arrive à exposer avec calmement, voilà, c'est comme ça que les choses elles se passent, il y a une haine envers cet homme qui est tellement détaché de sa propre vie qu'il peut être le spectateur d'un rêve qui décrit sa grandeur et qu'il puisse en toute innocence aller l'exposer, comme dire, ben voilà, regardez, tiens, je vous annonce, voilà, les informations, ben je vais devenir le chef. Mais comment un homme, il peut dire une chose pareille? On se retient de dire des choses pareilles. Yosef a déjà une capacité extraordinaire d'avoir du recul par rapport à sa propre vie, mais ce recul va encore être travaillé. Cette mida de tout attendre d'Hachem, c'est quelque chose qui va être énormément approfondi dans sa vie, et tant qu'il n'est pas venu le moment où la parole d'Hachem va jaillir à travers Yosef, Tserafteu, qu'Hachem il est en train de l'affiner et de le purifier. Et c'est ça ce qui fait, qui moi à chaque fois me remplit d'émerveillement, que lorsqu'on est en train de sortir Yosef du puits, eh bien c'est marqué Vaïgalach Yosef, Simlotav, il se rase et il change d'habit. C'est pas du derech eretz, c'est pas des manières de se présenter comme ça au roi. Imaginez la scène. Yosef, ça fait à peu près 12 ans qu'il est en prison. Il est en train d'attendre. Il a espéré tout ce temps de sortir à la lumière. On le sort enfin de son trou. Le paro est empressé de le faire sortir et le tire à toute vitesse de son puits tellement il a besoin de lui. Et Yosef qui dit, c'est pas des manières. Regardez, au lieu de se dire, c'est un moment qu'il faut surtout pas négliger, c'est un moment qu'il faut surtout ne pas laisser passer, ben Yosef il a un tel recul par rapport à ce qui se passe que il a acquis cette dimension-là où il avait encore un peu fauté en insistant un petit peu avec le chef des échansons, si tu parles de moi, le jour où tu parleras de moi, je sortirai. Il a tellement évacué cela que le jour où enfin il sort, attendez, peut-être le paro est pressé, mais d'abord, il y a une façon de se présenter à lui. Quitte à ce que peut-être cette occasion ne se représente plus. Peut-être le paro va être furieux, va le laisser croupir en prison. C'est pas le problème de Yosef. Le problème c'est comment se comporter. C'est-à-dire que Yosef, c'est l'être qui avait déjà en lui-même, dans ses rêves, on le voit bien, et qui a encore travaillé cela, cette qualité de faire ce qu'il doit faire, d'avoir une confiance, un bitachon absolument incroyable, qu'il ne fait pas confiance, c'est Ashrei, Hagever Asher Lo Batach Bereivim, je sais pas quoi, c'est un verset qu'on rapporte dans Rashi, que c'est un homme qui n'a pas confiance dans l'illusion de. Ça c'est Yosef. Et c'est ça ce qui est marqué ici. Vairitsu minabor, on l'a fait, le paro l'a fait sortir d'urgence de sa prison, de son trou. Vairitsu est marqué sans vave. Comme Vaïratseu. Ils n'ont pas dans le terme la route de courir. On le dépêche du puits, comme on l'aurait traduit a priori. Mais Vaïratseu, au singulier, il a voulu de lui. C'est-à-dire, Rotse Hashem et Tireav, et Amlechalim le Chasdo. Hashem, il veut de celui qui espère en lui et qui attend tout juste de la part d'Hachem. Vaïratseu, c'est Hachem qui a la volonté de faire sortir Yosef dans le monde. Voilà. C'est ça le merveilleux Zohar que nous avons
présenter. Donc, je dirais, ce Yosef-là est un Yosef qui a la qualité d'être complètement extérieur à son expression personnelle, à ses intérêts personnels. C'est quelqu'un qui voit que le monde biladai. Il arrive dans le paro. Anishama tialecha, j'ai entendu sur toi que tu sais. Chaz shalom, moi, rien. Yosef n'est pas quelqu'un qui s'arroge, même si c'est tout son intérêt de le faire. Chaz shalom, c'est pas moi, Elohim, Elohim, Yanei Shlom Paro, c'est Hachem qui va répondre au paro. Bien. On n'a pas encore du tout expliqué le rôle de la parole dans les rêves, n'est-ce pas? Bon. Mais on a mis le doigt sur une étape essentielle de la constitution, de la personnalité, de la construction de la personnalité de Yosef, qui est le bord. Ce qui a fait de lui un tzaddik, ce qui a fait de lui d'être un passage, un tsinor, un passage du monde d'Hachem dans le monde humain. En vérité, le Midrash, Perek Petet Vav, dit que lorsque Yosef ou Rad Mitzrayma, il est descendu, ou c'est Mitzrayma qui est descendu quelque part, l'Égypte qui s'est baissé devant la grandeur de Yosef, il dit Horid et Chachamehem, il les a tous Migdulatam. Il a, on dirait, dégommé, enlevé la grandeur des devins, des interprètes, des traducteurs de rêves. C'est-à-dire, explique le Midrash, que ce n'est que lorsque tout le monde a eu l'occasion, tous ceux qui pouvaient le faire ont eu l'occasion et leur chance d'expliquer les rêves de Paro, ils sont passés tous ont tous eu l'occasion de le faire, c'est seulement à ce moment que Yosef va paraître. C'est-à-dire pour empêcher que si Yosef était paru avant que tout le monde soit passé, n'ait tenté sa chance, il y aurait eu certainement des malins ou des orgueilleux pour dire « Ouais, mais si on nous avait demandé, c'est bien exactement ce que nous aurions dit. » N'est-ce pas? Bon. Mais, je pense que c'est plus que cela. Yosef est en train de rendre obsolète, caduque, un mode de relation au réel de ces chachamim, de ces chartoumim, qui est la relation au monde de la nature fondée sur le déterminisme, sur la chaîne des causalités. C'est-à-dire, tout s'explique. Cherchez la cause, vous comprendrez l'effet. Et dans l'interprétation même des rêves, c'est comme ça qu'ils agissaient. Ils cherchaient quelles ont pu être les circonstances qui ont fait qu'on a rêvé de telle et telle chose, et grâce à cela, si on arrive à trouver bien toutes les possibilités on arrivera à vous dire quel est le temps qu'il fera demain. C'est le monde de la causalité dans lequel le réel, ce qui nous apparaît comme le monde des objets, le monde matériel qui nous entoure, est régi par une seule loi, la loi de la causalité. Tout est déterminé. Et je pense que non seulement ce Midrash veut nous dire que tout le monde a tenté sa chance et seulement ensuite paraît Yosef, mais plutôt que l'on va maintenant tourner la page de ces explications, de cette relation avec le réel sur la base de la causalité. Rabbeinu Bechaye fait remarquer
que dans la paracha de la rencontre de Paro et de Yosef, cet épisode des rêves, le Paro n'est jamais qualifié de Melech Mitzrayim. C'est toujours Paro, tout seul. Alors que d'habitude on l'appelait Paro Melech Mitzrayim, la seule fois où ici on l'appelle Paro Melech Mitzrayim, c'est au moment où le Paro donne les pleins pouvoirs à Yosef. C'est comme pour souligner la qualité du pouvoir qu'il lui transmet, ou je dirais comme pour souligner la passation de relais. Quand Yosef apparaît, le Paro n'est plus que Paro, a cessé d'être le maître du monde. Paro était le maître du monde, du déterminisme et de la nature. Yosef va tourner cette page. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer, et comme ça l'explique magnifiquement le livre auquel je faisais allusion du rabbin Weil, Alain Weil, Petite lumière du Shabbat, que comment se fait-il, grosse question, comment se fait-il que tous ces grands spécialistes du rêve n'ont pas été capables d'expliquer le rêve de la façon tellement simple que Yosef a de l'expliquer. Comment c'est possible? Mais il faut croire que les interprètes, les traducteurs des rêves sont quand même des gens d'une certaine dimension. L'Égypte à l'époque était le pays qui baignait dans la chorma. Toute la chorma du monde se donnait rendez-vous en Égypte. Le chacham, Haya chacham yoter mikol chachamav, il était le chacham par excellence. Et cet homme-là a recours à des interprètes de rêves. Le chef des échansons et le chef des panetiers, après leur rêve, étaient malheureux de ne pas avoir sous la main des gens pour l'expliquer. À Yerushalayim, Ira Kodesh, il y avait 24 interprètes de rêve. Rava et Abaye eux-mêmes allaient se rendre chez Barédia, un explicateur de rêve. Ce ne sont pas des imbéciles. Et pourtant, la façon d'expliquer de Yosef est tellement simple. Il ne cherche pas midi à 14 heures. Pourquoi? Imaginons que quelqu'un va rêver que le soleil se lève à l'ouest pour se coucher à l'est. S'il rêvait d'une chose pareille, personne ne pourrait interpréter ce rêve comme signifiant cette absurdité d'un soleil qui se lève à l'ouest. C'est impossible. Eh bien, l'Égypte, jusqu'à ce que survienne Yosef, est un pays qui est tellement réglé comme du papier de musique, qui est sous le signe des crues du Nil, qui enrichissait l'Égypte. C'était un déterminisme qui était le même déterminisme que le soleil qui se lève à l'est. Il n'y a jamais eu de famine. Il pouvait y avoir de la famine partout. En Eretz Kenan qui jouxte l'Égypte. Mais en Égypte, l'Égypte est le grenier du monde. L'Égypte ne risque rien. L'Égypte est régie par les crues du Nil. Quand Yosef va nous dire que les vaches, les épis, ça renvoie à des notions de production, de labour, de récolte, ce qui est effectivement le contenu de ce rêve. Mais personne ne peut ajouter foi à cela. On préférera trouver que le Paro va livrer 7 guerres, conquérir des provinces, 7 provinces, et qu'il va les perdre, qu'il va avoir des filles, qu'il va perdre ses filles. Mais c'est vrai, on dirait, mais ils sont fous. Ils sont fous parce que, étant donné qu'ils sont dans les chaînes de causalité à chercher les explications et tout, ils ne peuvent pas trouver d'explication autre que celle-ci. Parce que le pshat, l'histoire immédiate, l'explication du rêve, mais c'est pas ça, c'est impossible. Il y a impossible. Qui est le fou qui va dire que l'Égypte va connaître la disette? C'est pas que c'était un phénomène rare. C'est pas qu'on n'y a pas pensé parce que c'était trop rare. Non, c'est faux, ça n'existait pas.
Elle n'existait pas, aucune exception à cette règle immuable des crues du Nil. Voilà. Vani shamati alecha tishma chalom liftor oto. Et c'est ce qui a été le déclencheur de la réaction de Paro quand il entend parler de Yosef, quand enfin le Sar HaMashkim se décide de présenter Yosef, bien qu'il, comme un rachat, il ne peut jamais faire un bienfait entier, il est en train de dire, oui, c'est un art, tu sais, un gamin encore, il est encore tout jeune, trop jeune pour avoir de l'expérience. Ivri, qu'est-ce que tu veux, un hébreu, tu sais, les hébreux, ça a toujours été des gens mal notés. Eved, c'est un Eved, c'est quelqu'un incapable d'accéder au trône, enfin aux grandes fonctions, c'est un Eved. Et en dépit de ce que le Sar HaMashkim le présente comme ça d'une façon négative, c'est Vaïritsu Minabor, c'est le moment où Hachem sort Yosef du bord et le Paro n'attache pas le moindre crédit à toutes ces restrictions, à toute cette malchinoute, cette façon de dénigrer du Sar HaMashkim quand il parle de Yosef. Pourquoi? Parce qu'il a entendu quelque chose qui l'intéresse. Yosef a quelque chose, tu entends le rêve, tu parles du rêve. Et je dirais, qu'est-ce que ça veut dire tu parles du rêve? Ben, c'est exactement la mida, celle dont on a parlé, dont Yosef déjà était porteur de cette capacité de faire abstraction de lui-même, d'attendre tout d'Hachem, de dire Biladaï, c'est pas de moi, Chas de Shalom, ne croyez pas une seconde, de dire que on ne se présente pas devant un Paro en débraillé, ça n'existe pas une chose pareille. Ah, je risque de rater le coche. C'est pas ça le problème. Et Yosef est donc celui qui va arriver à déchiffrer un rêve en ne parlant que du rêve. C'est d'ailleurs ce que Yosef avait fait avec le Sar HaMashkim et Sar HaOphim. C'est exactement la même chose. Il n'a expliqué que les rêves. Il n'a pas expliqué les causes et les raisons d'être des choses. Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est celui qui va amener ce bouleversement de l'histoire qui, jusqu'à présent, mettait en avant cette puissance de Chokhma, cette puissance économique extraordinaire de l'Égypte, qui fonctionnait sur le mode du déterminisme, et qui va perturber tout cela. Les choses dorénavant ne vont plus fonctionner de la même façon. Yosef, c'est l'avant-garde avancée d'Israël. Israël qui surgit dans le monde, c'est la pagaille. C'est la pagaille, c'est le bouleversement complet des règles du jeu. De quoi s'agit-il? C'est que on va découvrir que le monde d'en bas est régi par le monde d'en haut. Ne croyez pas que la maîtrise du monde du Paro Melech Mitzraïm, ou des Khartoumim, ou des Chachamim, quels qu'ils soient, c'est eux qui vont vous expliquer, avec la psychanalyse et tout, en mettant tout en œuvre, en ayant le mot ultime pour expliquer ce qui se passe ici-bas. Ne croyez pas ça, c'est Yosef qui va vous livrer ça. Bien. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une relation très fondamentale entre Yosef, qui est le maître du rêve, celui qui rêve et qui interprète le rêve, et je dirais, et qui applique le rêve, on verra encore ça, entre, première caractéristique,
particulière à Yosef. La deuxième, d'être le maître du monde. Troisième, que pour ce faire, il a dû passer par le dur apprentissage du bord, du vide. Et le Zohar dit que pendant toutes ces années, il était un bord, et maintenant qu'il va sortir de ce trou, il va devenir Be'er Maim Chaim, c'est-à-dire cette capacité dont il est porteur, ce don que Yosef a d'avoir déjà naturellement un recul par rapport au présent, c'est-à-dire une conscience extrêmement aiguisée que le monde présent, c'est une émanation ou, disons, est produit et en lien au moins avec le monde d'en haut, cette capacité qu'il avait, qui a été extrêmement travaillée, dans laquelle, dans toutes ces années de prison, il a été soumis à toutes les tentations, à toutes les possibilités et il a été épuré dans cette mida. Maintenant il y a un be'er. La différence qu'on connaît entre bord et be'er, bord c'est une citerne, c'est-à-dire quelque chose qui ne contient que ce qu'on y met, alors que be'er c'est une source d'eau vive, c'est-à-dire quelque chose de vivant. Cette capacité que Yosef possédait comme un bord qui possède ce qui est dedans, va maintenant être une source jaillissante qui va lui permettre de faire son chemin dans la vie. Mais on a un gros problème. Pourquoi les rêves passent-ils par le P? Est-ce qu'on n'aurait pas pu directement dire un rêve? Donc c'est un message qui est donné. Donc vous voyez bien de quel message on parle. C'est le message prophétique, n'est-ce pas? Ce que le rêve est prémonitoire, ce que le rêve nous annonce, c'est pas le rêve de l'enfant qui tête sa mère. Ouais. Alors pourquoi il faut que ça parte par le Père? Je pense que c'est dû à la nature même de la relation qu'il y a entre le monde du songe, du rêve, qui est un monde qui décrit du potentiel, de l'idée, des possibilités, et sa traduction dans le réel. Le monde Rabot Machashavot Belevish, au niveau du possible, Rabot Machashavot Belevish, l'homme agite de nombreuses pensées, et finalement Atzat Hashem Itakum, c'est finalement ça va se matérialiser, toute cette potentialité, toutes ces possibilités vont se traduire par une réalité. La réalité n'est pas multiple. Et donc, comment est-ce qu'on passe d'un monde à l'autre? C'est nécessairement par la parole. La parole va faire l'entonnoir, si on veut, va faire le tri du possible, des capacités, des potentialités, va faire le tri et structurer et choisir parmi ces possibilités celle qui va prendre racine dans la réalité. C'est parce qu'il y a une distance, c'est lié à la distance qu'il y a entre la pensée et l'acte, qu'il y a nécessité d'un pont qui s'appelle la parole, l'interprétation, la réduction. La réduction, c'est ce qui permet de matérialiser, c'est en même temps une perte énorme par rapport aux capacités multiples en amont, et une réalisation précise qui se traduit en acte. C'est la même chose qu'entre entre la pensée et l'action, entre le potentiel d'une personne et ce que ça donne. Ça veut dire, en vérité, le potentiel est extrêmement éloigné de la réalisation. Il y a des gens qui ont des dons fantastiques et qui les exploitent extrêmement mal. Et ils ont des dons pour devenir grands et ils deviennent des ratés, ou ils utilisent ça pour le mal. On voit bien que, pourquoi? Parce que Rabot Machashavot, le monde de la pensée, est un monde qui est multiple.
c'est un monde riche, un monde extrêmement riche. Mais un monde extrêmement riche a une très grande et très distant du monde relativement pauvre et précis de la réalité. La réalité implique que, voilà. Et Yosef, ça va être le capable de révéler. Il est par excellence celui qui révèle, et donc cette révélation, c'est ce qui lui permet d'être le trône sur le trône de l'Égypte. Cette capacité de Yosef de révéler les choses, de traduire les choses, en faisant totalement abstraction de ses goûts et de ses intérêts, c'est ce qui lui permettra de traduire, de faire passer un monde que l'on découvre maintenant, le monde qui vient d'en haut, le monde d'Hachem, et ce monde d'Hachem qui va transformer complètement le regard sur la réalité. Cette réalité qui était limitée à elle-même, qui se prenait en charge elle-même, et qui tournait seulement à ce niveau-là, va maintenant, avec le surgissement de l'avant-garde d'Israël, qui est Yosef, va passer à une autre dimension, c'est-à-dire être relié à la cause véritable.